Lundi 10 janvier, Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite, les titres de ce journal. Adoption de la CEDEAO, des sanctions qualifiées de très dures au Mali, fermeture des frontières et suspension des échanges commerciaux. Le point dans un instant. Ukraine, début des pourparlers entre Russes et Américains aujourd'hui à Genève, sur fond de crainte d'une invasion de l'Ukraine par Moscou. Santé, découverte d'un nouveau variant Deltacron à Chypre. 25 cas ont été détectés. Plus de détails dans ce journal. Technologie Neuralink d'Elon Musk pourrait permettre de contrôler les ordinateurs avec des pensées en 2022. Et on entame ce journal avec cette nouvelle journée de protestation au Soudan. La situation est toujours aussi tendue. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Khartoum, mais aussi dans d'autres villes pour protester contre le pouvoir en place. Du gaz lacrymogène a été tiré par les forces de l'ordre pour tenter de disperser la foule. Emin Touta. Des pourparlers entre civils et militaires au Soudan au cours de la semaine sous l'égide de l'ONU. Annonce faite par l'envoyé spécial onusien Volker Perthes en vue de dénouer la situation de crise que connaît le pays depuis le 25 octobre passé. Et pour une première étape dans les discussions, une conférence de presse sera organisée entre les parties prenantes. Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra le 12 janvier une session informelle consacrée aux derniers développements au Soudan, après une demande approuvée par 6 des 15 pays membres du Conseil. Une initiative onusienne saluée par plusieurs institutions et pays tels que la Ligue arabe, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont appelé les acteurs politiques soudanais à saisir cette opportunité pour assurer la transition dans le pays. Une transition qui a du mal à se mettre en place depuis le renversement du régime Omar al-Bashir en 2019. Depuis cette date, les relations se sont frémies entre la composante civile et militaire du pays. Le dernier coup de force qui a eu lieu le 25 octobre passé s'est enchaîné par des manifestations sans cesse dans la capitale Khartoum et dans d'autres villes du pays. Au total, et depuis plus de 2 mois, la répression des manifestations a fait 60 morts et des centaines de blessés, selon le comité central des médecins soudanais. Et la CEDEAO qui a adopté hier des sanctions qualifiées de très dures au Mali au lendemain du dépôt par le pouvoir en place d'une nouvelle proposition de calendrier pour rendre le pouvoir aux civils. La CEDEAO a décidé de fermer les frontières avec le Mali au sein de l'espace sous-régional et de suspendre les échanges commerciaux autres que les produits de première nécessité. Les pays membres vont aussi rappeler leurs ambassadeurs au Mali. En Somalie, la conférence consultative nationale est parvenue à un accord politique qui prévoit de parachever les élections de la Chambre basse du Parlement dans un délai de 40 jours à compter du 15 janvier. La conférence consultative a appelé les forces armées à ne pas interférer dans le processus politique dans le pays et à accomplir leur devoir consistant à protéger la sécurité du territoire. Et en Éthiopie, les organisations humanitaires ont suspendu leurs activités dans le nord-ouest du pays, dans la région du Tigré. Une décision prise après une attaque aérienne meurtrière contre un camp de déplacés d'après l'ONU. Cette attaque a été menée le week-end dernier et a fait des dizaines de victimes civiles, dont des décès. Et puis cette polémique en Afrique du Sud concernant la mise en vente de la clé de la cellule de Nelson Mandela. Elle a été confiée à Guernseys, une maison d'enchères new-yorkaise. Le ministère de la Culture sud-africain considère en effet que la clé est une propriété de l'État. D'autres objets ont également été mis en vente, dont un vélo d'appartement ou encore une copie de la Constitution signée par Nelson Mandela lui-même.
Hier, le quartier du Bronx à New York a été le théâtre d'un incendie qui a fait au moins 19 morts et plus d'une soixantaine de blessés. Ce lourd bilan fait de cet incendie le sinistre le plus grave des 30 dernières années. Le maire de New York, fraîchement élu, Eric Adams, s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation. Souhila Akilal. Il aura fallu la mobilisation de plus de 200 pompiers et des heures de travail pour venir à bout de cet incendie qui s'est déclenché dans un immeuble de 120 appartements dans le quartier du Bronx à New York et qui a fait au moins 19 morts, dont 9 enfants et adolescents et une soixantaine de blessés, dont plusieurs dans un état grave. Selon le chef des pompiers à New York, l'incendie serait parti d'un appartement au 2e étage dimanche en fin de matinée, déclenché par un chauffage électrique défaillant. Le feu a ravagé l'appartement qui s'étend sur 2 étages et une partie du couloir, mais c'est la fumée épaisse qui s'est propagée rapidement dans l'immeuble qui a compliqué le travail des pompiers. Selon les autorités new-yorkaises, cet incendie est l'un des plus graves de ces 30 dernières années et le bilan risque de s'alourdir davantage. Le maire de New York, Eric Adams, a promis de tout mettre en place pour aider les habitants de l'immeuble, dont la grande majorité sont des travailleurs immigrés, notamment de Gambie. En 2017, ce même quartier du Bronx a été le théâtre d'un incendie qui avait fait 12 morts, dont 4 enfants. Et puis c'est ce lundi que des pourparlers entre Russes et Américains ont commencé à Genève sur fond de crainte d'une invasion de l'Ukraine par Moscou. Cette réunion qui a débuté donc ce matin à la représentation américaine à Genève se tient entre les vice-ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Aucun représentant ukrainien ou européen n'a pris part à ces négociations. Souhila Akilal. Ce 10 janvier à Genève, le vice-ministre russe Sergueï Ryabrov et la secrétaire d'État américaine Wendy Sherman tentent de négocier et trouver un terrain d'entente afin de désamorcer la crise russo-ukrainienne qui secoue la région depuis un bon moment déjà. La Russie, à qui l'Occident reproche d'avoir massé plusieurs dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, demande aux États-Unis de renégocier l'architecture de sécurité en Europe orientale, en gelant par traité toute extension future de l'OTAN. Les Ukrainiens, principaux concernés par la crise, sont les grands absents de ces négociations au sommet avec l'Union européenne. Même si le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a annoncé à plusieurs reprises qu'il n'y aura pas d'accord sur l'Ukraine sans l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, n'a fait aucune allusion à la crise lors de son dernier discours de fin d'année. Pour rappel, les États-Unis et la Russie se sont retrouvés dimanche soir à Genève lors d'une réunion préliminaire avant l'entame des négociations de ce 10 janvier. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a déclaré avoir eu une discussion compliquée et sérieuse avec son homologue américaine. Les États-Unis et la Russie se sont fermement positionnés avant ces négociations. Washington a prévenu d'un risque de confrontation et Moscou a exclu toute concession. Et en Irak, altercation lors de la séance inaugurale du Parlement. La séance devient chaotique lorsqu'une des coalitions chiites revendiquant la victoire lors des élections d'octobre a affirmé posséder suffisamment de députés pour former le nouveau gouvernement. La séance a été suspendue plus d'1 heure. Le Parlement irakien a 30 jours pour élire le président de la République. Le président qui, à son tour, devra nommer le nouveau Premier ministre choisi par la plus grande coalition. Et puis cette première visite du ministre des Affaires étrangères taliban à Téhéran, une première depuis la prise du pouvoir par les islamistes. L'Iran, comme le reste de la communauté internationale, n'a toujours pas reconnu le nouvel émirat islamique formé par les talibans après leur prise de pouvoir. Mi-août, à la faveur du retrait des troupes américaines, des millions d'Afghans vivent en Iran. Le pays craint une augmentation des arrivées de migrants, justement, au moment où l'Afghanistan fait face à l'une des pires crises humanitaires et économiques du monde. Et au Venezuela, ce tweet de l'ancien vice-président du pays et ex-ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, il est également candidat au pouvoir. Il a reconnu donc sur Twitter hier soir sa défaite dans le Barinas, l'état natal de l'ancien président Hugo Chavez, que sa famille gouvernait depuis 1998. Au Nicaragua, le président du pays, Daniel Ortega, entame officiellement son 4e mandat consécutif, une réélection des plus controversées en raison de l'emprisonnement de ses principaux rivaux. Des manifestations sont organisées aujourd'hui, ce lundi, en Espagne, aux États-Unis ou encore au Costa Rica, où sont réfugiés plus de 100 000 Nicaraguayens depuis 2018. Depuis 2007, Daniel Ortega dirige le pays avec son épouse, qui est aussi la vice-présidente.
Et dans le dossier santé, on va s'intéresser aux variants nés de la fusion entre Delta et Omicron. Il s'agit de Deltacron, un variant détecté à Chypre où 25 cas de Deltacron ont été identifiés. Plus de précisions avec Neila et Hamouda. Le variant né de la fusion entre Delta et Omicron n'a pas manqué d'affoler la toile. Le mot Deltacron est devenu pendant quelques heures le mot le plus utilisé sur les réseaux sociaux. Leondios Kosterikes, professeur de sciences biologiques à l'Université de Chypre et chef du laboratoire de biotechnologie et de virologie moléculaire, assure avoir détecté des cas de Covid-19 combinant les deux variants Delta et Omicron. 25 cas de Deltacron ont été identifiés, dont 11 provenaient de personnes hospitalisées pour la Covid-19 et 14 de la population générale. L'analyse statistique montre que la fréquence relative de l'infection combinée est plus élevée chez les patients hospitalisés pour la Covid-19 par rapport aux patients non hospitalisés. Selon l'équipe chypriote, une partie de l'étude épidémiologique prospective a détecté ce variant dans les aéroports, une preuve qui démontre que cette souche a été importée à Chypre. Mais certains scientifiques semblent sceptiques face à cette annonce. Selon un virologue de l'Imperial College de Londres, l'explication viendrait du fait que les échantillons du patient contaminé par Omicron et d'autre part Delta pourraient s'être retrouvés par erreur dans la même analyse, laissant ainsi penser à une fusion entre les deux variants. Et en Turquie, plus de 61 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés. Pour endiguer la propagation de la maladie, le pays a administré plus de 138 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 depuis le lancement de la campagne de vaccination, justement en janvier 2021. 51,81 millions de personnes sont complètement vaccinées dans le pays. Et en Belgique, ils étaient plusieurs milliers de personnes à manifester hier dans les rues de Bruxelles. Des manifestations contre le pass sanitaire et les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Les mesures ont été renforcées par de nombreux pays européens pour lutter contre la propagation toujours fulgurante du variant Omicron. Autre rassemblement et même contestation en République tchèque. Ils étaient nombreux à battre le pavé ce week-end pour dénoncer le décret sur la vaccination obligatoire des personnes de plus de 60 ans. Et au Kazakhstan, la Gronde populaire qui a traversé le pays depuis le début de l'année 2022 a fait un lourd bilan humain et matériel d'après les autorités kazakhes. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, une dizaine de morts, une centaine de blessés et près de 6000 arrestations. Le point avec Tinen Makassi. Des morts, des blessés, des arrestations, des dégâts matériels estimés à près de 175 millions d'euros et le lourd bilan dressé par le gouvernement kazakh. Après une semaine d'émeutes et un calme timide qui peine à s'installer dans les principales villes du pays, en particulier à Almaty, la capitale économique, qui a été le foyer de cette contestation. Selon les autorités kazakhes, 2000 blessés et 26 morts sont à déplorer. Ce chiffre est largement contesté par la presse qui rapporte la mort de 164 personnes, citant le ministère de la Santé. Du côté des forces de l'ordre, le bilan est aussi lourd. Faisons état de près de 16 décès et plus de 1300 blessés dans leur rang. Les autorités affirment par ailleurs avoir placé en détention Karim Massimov, ancien Premier ministre, pour trahison après avoir été démis de ses fonctions de chef du Comité national de sécurité. D'ailleurs, selon la même source, près de 6000 émeutiers ont également été arrêtés au cours de cette semaine. Pour rappel, ce pays, plus gros producteur de pétrole d'Asie centrale et 12e réserve prouvée de brut au monde, traverse depuis le début de l'année une vague de violentes contestations en raison d'une augmentation des prix du gaz. Et en Birmanie, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, condamnée à 4 ans de prison supplémentaires dans un des volets de son procès, au terme duquel elle risque des décennies de détention. Le prix Nobel de la paix avait été déjà condamné en décembre 2021 à 4 ans de détention pour avoir enfreint les restrictions mises en place pour lutter contre le coronavirus. La junte birmane resserre encore son emprise sur Aung San Suu Kyi, assignée à résidence depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021. On va parler technologie, on va parler de Neuralink d'Elon Musk qui pourrait permettre de contrôler les ordinateurs avec des pensées. En 2022, la société du milliardaire vise à implanter des puces informatiques cérébrales pour aider à guérir les maladies neurologiques, notamment la maladie d'Alzheimer et les lésions de la moelle épinière, mais aussi de fusionner l'humanité avec l'intelligence artificielle. Imen Merad.
Rien ne semble arrêter le visionnaire Elon Musk, propriétaire de Tesla et de SpaceX, qui prévoit cette année, à travers son entreprise Neuralink, l'implantation de puces dans le cerveau humain. Dans un premier temps, ces implants cérébraux seront destinés aux personnes handicapées pour leur permettre de piloter un ordinateur par la pensée. La société de technologie d'interface cerveau-ordinateur a été fondée par le propriétaire de Tesla en 2016. En 2021, Neuralink a été testé sur un animal, en l'occurrence sur un singe. L'animal a réussi à jouer à Mint-Pong uniquement par la pensée. Le milliardaire Elon Musk a exprimé sa totale confiance dans le fonctionnement de Neuralink, déclarant que les tests étaient extrêmement concluants et satisfaisants sur les singes, que de nombreuses épreuves sont en cours afin de s'assurer de la fiabilité du fonctionnement de la puce, de son implantation et de son retrait en toute sécurité. L'objectif de cette innovation cérébrale est de permettre la réhabilitation des personnes qui ont subi des lésions de la moelle épinière, en leur donnant la possibilité d'effectuer des mouvements physiques à travers la pensée. Le milliardaire avait également déclaré que cette innovation pourrait contribuer à la guérison des problèmes mentaux, dépression, toximanie ou encore maladie de Parkinson. Néanmoins, le but de Neuralink serait de permettre aux humains de rivaliser avec l'intelligence artificielle. Pour insérer l'appareil dans le cerveau, il faudrait tout de même retirer une partie du crâne et y installer la puce avec ses fils d'électrodes. Une avancée technologique qui pourrait révolutionner le monde entier en termes de santé si celle-ci réussit à être adoptée. On va parler sport, on va parler football. À 24 heures de son entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun, la sélection algérienne peaufine sa préparation en prévision de son match face à la Sierra Leone, en match de la première journée du groupe E. Le rituel veut bien évidemment qu'une conférence de presse soit tenue avant chaque match. C'est justement le but de la présence ce matin en point de presse du sélectionneur national Djamel Belmadi et le capitaine de la sélection Riyad Mahrez. On les écoute. Pas information, mais déclaration concernant directement nos affaires. Je parle entre Algériens. Je voudrais souhaiter mes condoléances à notre cher ancien joueur du FLN, Abdelkarim Kerroum, qui vient de nous quitter. Allah yarahmou, Allah yawasi' alayh. Évidemment, nous arrivons avec, en tant que détenteur de ce titre-là, dans une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations, avec un niveau de compétitivité extrêmement fort, avec des équipes toutes capables, en tout cas une majeure partie de ces équipes toutes capables de remporter ce trophée. Nous allons rentrer dans cette bataille. Juste attendu que, voilà, que certains de nos journalistes avaient été agressés. Donc déjà, c'est une très mauvaise nouvelle. Je sais que le Cameroun est un pays d'accueil. Voilà, comme le coach a dit, on arrive une nouvelle CAN en 3 ans. On est les tenants du titre. Mais il faut savoir que même si on est tenant du titre, ça ne veut pas dire qu'on sera les favoris ou qu'on va la gagner encore une fois. Et cette CAN qui est frappée de plein fouet par la pandémie Covid-19, une situation pandémique à laquelle doivent faire face toutes les sélections participantes. On écoute à ce sujet notre envoyé spécial à Yaoundé, Faisal Salah, pour nous faire un point sur la situation. Bonjour, effectivement, beaucoup de cas Covid pour les équipes nationales présentes au Cameroun. Le ministère de Santé ici au Cameroun essaye de faire beaucoup de tests. Le protocole sanitaire, comment on l'applique, Inoussa, ici? Merci, bonjour. Le protocole sanitaire mis en place par le ministère de la Santé du Cameroun est actuellement mis en œuvre. Et les personnes doivent présenter un test PCR négatif ou un test rapide négatif. Donc la PCR a une validité de 48 heures
Et les tests rapides doivent avoir une validité de moins de 24 heures pour accéder au stade. Et puis les personnes, les Camerounais, toute personne devant assister à ces matchs doit être naturellement vaccinée. Donc ce protocole sanitaire, au-delà des mesures barrières qui sont appliquées un peu partout, nous avons donc ces deux grandes mesures qui rentrent dans le protocole sanitaire, dans la délivrance des passes sanitaires pour l'accès à ces lieux. Zuleyha, on va vous parler un petit peu le temps qui prend un test Covid. Ça prend combien de temps et il reste valide à combien de temps aussi. Par exemple, si on fait le test aujourd'hui, les résultats sortent demain, et la validité du test pour rentrer au stade. Ok, merci. Bon, la validité du test, ça dépend. On fait le TDR. Le test, c'est le même jour, ça sort. Maintenant, il y a le test qui dure, comme monsieur vient de dire, 48. Là, c'est le test qui dure et au plus tard, le lendemain, les résultats sortent. Ce qu'on fait maintenant, c'est le TDR. C'est rapide, au trop 10 minutes, les résultats sortent. Maintenant, le PCR, ça prend 48 heures. Oui. Le PCR prend 48 heures et le Cameroun est en train de faire le TDR pour lutter contre la Covid-19. Salah Faisal, Al24 News, merci beaucoup. Et cette information qui concerne toujours la CAN, l'agression de 3 journalistes algériens hier. Ils auraient été attaqués à l'arme blanche dans la soirée. Ils se seraient fait voler des objets personnels après avoir reçu de nombreux coups de couteau. Dans un communiqué, la Fédération algérienne de football s'est indignée devant un tel incident le jour de l'inauguration de la Coupe d'Afrique des Nations, placée pourtant sous le sceau de la fraternité et du fair play. De la culture pour clore cette édition, direction le Théâtre National d'Alger. Un méga spectacle qui s'intitule Posticha a été donné ce week-end. Il a été proposé par le metteur en scène Ahmed Rezzaq. Amira Bedja. Les amateurs du 4e art étaient au rendez-vous au Théâtre National Mahieddine Bachtarzi pour assister la Générale de Posticha, qui signifie dans le jargon algérois « petit problème imputé à autrui ». Près de 200 praticiens, dont des comédiens, des danseurs, des musiciens, venus de différentes régions d'Algérie pour participer de manière bénévole à cette première expérience du genre. Le metteur en scène Ahmed Rezzaq nous parle de son spectacle. L'histoire se passe dans un quartier. Et ça part d'un quartier de pauvres vers un quartier de riches. C'est dans des quartiers, c'est le quartier. Le Théâtre National voulait produire le spectacle, mais en tant que producteur, c'est-à-dire il ne pourra pas dépasser la trentaine. L'idée, c'était de rassembler le maximum de comédiens, le maximum de moulahnin, les musiciens, les danseurs, les chorégraphes, les scénographes, les comédiens, ou les jamaat mabin aussi, les professionnels, les stars de la télé, les professionnels du théâtre, les amateurs, les jeunes nouveaux, les formés dans des écoles et des conservatoires. Ça pouvait être une petite pièce qui pourrait réussir aussi, mais on voulait cette fois-ci rassembler tout le monde. Avec la collaboration des 2 théâtres d'Alger et de Mostaranem, ainsi que l'Office national de la culture et de l'information, en fin de spectacle, un hommage a été rendu aux disparus, en commençant par l'acteur Yassine Zaidi. Posticha continuera à se produire jusqu'au 10 janvier. Les revenus du spectacle vont être au profit de l'association Al-Amel CPMC, des malades atteints du cancer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Amziane Zitouni. Retrouvez Riyad Lahri pour votre journal de 19h. D'ici là, passez une excellente journée sur Al24 News.